qu'est-ce que la France? La France, ce n'est pas juste une carte, une langue ou un drapeau. La France, c'est une histoire, un peuple qui a traversé les siècles. Une terre forgée par les mélanges, les épreuves et ses multiples renaissances. Elle n'est pas parfaite. Elle doute, elle trébuche, mais elle avance. Et malgré tout, elle attire, elle inspire et elle surprend. Pourquoi? Parce qu'elle a ce je ne sais quoi qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Un mélange de liberté, de dignité, de fierté et de générosité aussi. La France, ce n'est pas un luxe, c'est un engagement. Quand on la rejoint, on ne vient pas seulement chercher du confort ou de la sécurité. On accepte aussi une histoire, une culture, des règles et une langue. Être français, ce n'est pas juste vivre ici, c'est comprendre ce que ce pays défend. C'est vouloir y contribuer, y apporter le meilleur de soi-même, y respecter ce que d'autres ont construit avant nous. Alors oui, la France accueille, mais elle ne peut pas tout. Elle ne peut pas accueillir sans limite, sans cadre et sans condition. Accueillir, ce n'est pas se renier, c'est intégrer le monde en nous posant des règles. C'est demander à ceux qui arrivent de s'adapter et de faire l'effort de comprendre, d'apprendre et de participer. Parce que ce pays, on ne l'habite pas comme on consomme un service. On le sert, on le construit et on le respecte. Aujourd'hui, certains la critiquent, la bousculent et l'abandonnent. Mais moi, je choisis de dire « je suis fier d'être français ». Pas par aveuglement, mais parce que dans ses failles comme dans ses forces, la France reste une terre d'idées, d'ouverture et de courage. Elle doute, mais elle débat. Elle se déchire, mais elle défend. Elle tombe, mais elle se relève. Et tant qu'elle continuera à tendre la main sans jamais renoncer à sa dignité, je continuerai à croire en elle, à la défendre, à la raconter et à en être fier. Bonjour à tous, mon nom est Patrick Lalevé, passionné, neutre et impartial. J'ai la déformation d'expertiser tous les sujets relatifs à l'homme et à son environnement depuis des années. Et maintenant, j'ai décidé de vous partager mes analyses. Alors, qu'est-ce que réellement la France? La France est un pays accueillant, sobre, digne, respectable, écouté et généreux. Elle est capable de grandes choses, de très grandes choses. Et elle est peuplée d'une richesse humaine exceptionnelle malgré les imperfections que cela implique. La France porte en elle une conviction profonde, celle du partage, de la transmission de son savoir et d'un certain art de vivre qui lui est propre. La France est une terre d'accueil, mais elle l'est avant tout pour ceux qui en sont dignes, ceux qui acceptent de respecter les lois de ce peuple, ceux qui souhaitent apporter leur contribution, leur motivation, leur dignité, leur inventivité et leur capacité à transmettre le meilleur d'eux-mêmes.
La France a des origines que vous ne soupçonnez peut-être pas. À une époque, elle était habitée par de nombreuses tribus celtiques sédentaires et inoffensives, réparties sur l'ensemble du territoire que nous connaissons aujourd'hui. Sans armes, sans défense, ces tribus paisibles, avec leurs familles, selon leurs coutumes, en harmonie avec leur environnement, chacun dans sa région avait acquis un équilibre basé sur la bienveillance et la solidarité. Un jour, dans sa volonté de conquérir les territoires entourant la Méditerranée, Jules César a envahi ces peuples. Pacifiques, non guerriers et sans armes, nous avons été envahis. Il a tué, pillé et violé pour obtenir soumission et pouvoir. Il a conquis l'ensemble du territoire et durant plusieurs décennies, il a régné en maître. Et puis, les années ont passé et peu à peu, nous avons tous tout accepté. Nous avons tout partagé. Et Jules César nous a baptisés. La Gaule. Ce nom, qui existait déjà au nord de l'Italie, en Belgique et en Aquitaine, désignait des terres peuplées par les Gaulois. En latin, Gallie ou Gallia, qui désignait donc le territoire habité par les peuples celtiques. Et César a fixé ce nom pour rassembler toutes ces tribus sous une même identité. Cela s'est passé aux alentours de 58 avant Jésus-Christ, et à l'époque, cette campagne militaire fut appelée la guerre des Gaules. Puis, entre le 3e et le 5e siècle, profitant du déclin de l'Empire romain d'Occident, affaibli par les guerres civiles, les crises économiques et la pression des peuples dits barbares aux frontières, plusieurs peuples germaniques, les Francs, les Alamans et les Vandales, ont progressivement pénétré et conquis la Gaule. Ils ont pillé à leur tour, tué, violé, repoussant peu à peu les institutions romaines, et Rome, affaiblie, a retiré ses troupes de la Gaule pour défendre des zones jugées plus stratégiques. À partir de là, les Francs sont devenus les maîtres de la Gaule du Nord. Et sous l'impulsion de Clovis, progressivement, ils ont unifié la Gaule, qui devint le royaume des Francs. Après Clovis, ce royaume a évolué avec les petits-fils de Charlemagne, devenant au IXe siècle la Francia Occidentalis, puis officiellement la France au Xe siècle. Alors, Celtes, par nos racines, nous portons quelque chose que d'autres peuples n'ont pas. Un lien profond à la terre, une forme d'équilibre, d'identité enracinée dans l'histoire. Nous sommes là, présents, disponibles, prêts à défendre nos couleurs dans l'unité. Qui est celui qui ne revendique pas le bleu de la France, couleur de Saint-Martin, symbole de la charité? Qui ne connaît pas le blanc, symbole de la pureté et de la monarchie? Qui ignore le rouge, couleur de Saint-Denis, symbole de sacrifice? Ces couleurs ne sont pas qu'un drapeau. Elles sont le reflet d'un peuple façonné par l'histoire. Les croyances, les luttes, les conquêtes et les rêves.
Dans les tumultes des invasions successives, les Celtes sont devenus Gaulois, puis Francs, puis Français. Et malgré tout, la France a conservé ce je ne sais quoi qui la distingue parmi toutes les autres nations. Un mélange d'équilibre, de raison, de fraternité et de passion. Une capacité unique à influencer le monde par la pensée, la création et la générosité. Dans son imperfection, la France fait de son mieux. Malgré les conflits politiques internes qui freinent parfois son élan, malgré les critiques, malgré les divisions, elle continue à grandir. Et notre démocratie, parfois chaotique, permet aussi l'opposition, le débat et la remise en question. Et c'est dans ce chaos que la France se construit. Elle doute, elle discute, mais elle avance. Elle n'impose pas, elle propose, elle négocie et elle respecte. Elle laisse chaque peuple suivre son rythme sans les forcer. Depuis des siècles, la France attire, séduit, irrite parfois, mais jamais n'indiffère. Elle est convoitée, imitée et scrutée par son modèle social, par son rayonnement intellectuel et culturel, par sa gastronomie, son raffinement, mais aussi par son art de vivre. La France est un bijou, un joyau prestigieux. On l'envie, on la critique, mais on y revient toujours. Des millions d'hommes et de femmes partout dans le monde rêvent d'y vivre. Pour sa liberté, pour ses protections sociales, pour sa stabilité et pour l'avenir de leurs enfants. Dès le baptême de Clovis, en 496, ce peuple s'est lié à une symbolique particulière, celle de la Vierge Marie. Depuis, certains affirment que c'est elle qui a adopté la France, ou que la France s'est placée sous sa protection. Terre d'accueil, la France devient alors une terre de promesses. La France est aussi la première destination touristique mondiale, attirant chaque année plus de 80 millions de visiteurs. Ce n'est pas un hasard. C'est pour ses paysages, ses villages, son patrimoine, ses musées, sa culture, mais aussi sa gastronomie classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le pain, le vin, le fromage, la cuisine familiale et étoilée font partie de notre identité. Et que dire de la langue française, langue de diplomatie, de poésie, de philosophie, portée par des siècles d'écrivains et d'artistes. Ce je ne sais quoi qu'on nous envie, c'est aussi cette capacité à transmettre, à transformer le quotidien en art de vivre, en élégance et en idées. La France est l'un des rares pays au monde à avoir su conjuguer racines anciennes et modernité, héritage et innovation. Sa voix porte dans le monde, non par la domination, mais par l'intelligence, la création et la pensée. On admire sa culture, ses écrivains, ses philosophes, son cinéma, sa gastronomie, son architecture et son art de vivre. On s'inspire de son modèle social qui protège les plus vulnérables. La santé gratuite, l'école laïque, l'aide sociale et les congés parentaux. La France est aussi une puissance diplomatique indépendante, présente à l'ONU
influente dans les crises internationales et souvent défenseuse du dialogue, de la paix, de la laïcité et des droits de l'homme. Elle rayonne dans la science, la médecine, le spatial, le nucléaire et les mathématiques, entre autres. Elle innove dans l'éducation, la recherche et la culture, tout en protégeant l'idée que chacun mérite sa place, quelle que soit son origine. La France, la terre de France, offre un avenir à ceux qui veulent l'aimer. Mais encore faut-il venir avec les bonnes intentions. Certains, portés par des espoirs immenses, imaginent ici une vie plus juste, plus stable, plus proche de leurs idéaux. Mais nos coutumes sont parfois bien différentes de celles de leur pays d'origine. Notre éducation, notre perception du vivre ensemble, notre rapport au collectif et à la liberté ne sont pas les mêmes. Il ne suffit pas de venir ici pour espérer vivre comme ailleurs. Non. Pour vivre mieux qu'ailleurs, il faut comprendre nos différences, respecter nos lois et vouloir réellement s'intégrer. Cela demande un engagement. Il faut mériter sa place en participant activement à l'équilibre de cette nation en constante évolution. S'intégrer en France, c'est apprendre notre langue, comprendre notre histoire, assimiler les valeurs de partage, de laïcité et de solidarité, adopter de nouvelles racines, choisies librement, c'est offrir à ses enfants une stabilité nouvelle, différente de celle laissée derrière soi. La France, c'est une complexité, parfois une contradiction, une tension entre ordre et liberté, une virgule dans l'horizon qui peut tout remettre en question. Mais c'est aussi une terre d'intelligence, d'inventivité et de générosité pour ceux qui veulent y contribuer avec sincérité. Comment résumer la France? Il y a bien sûr de nombreux points négatifs. La France est souvent perçue comme en retard sur les plans technologiques, économique et sociétale. Mais cette impression mérite d'être nuancée. Sur le plan technologique, il est vrai que la France n'a pas de géant du numérique comme les États-Unis ou la Chine. L'innovation est souvent freinée par les lourdeurs administratives et une fiscalité complexe, ce qui pousse certains talents ou start-up à partir à l'étranger. Pourtant, la France reste très performante dans certains domaines comme le spatial, le nucléaire ou la recherche médicale, grâce à des institutions solides comme le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, ou l'INRA, Institut national de recherche en informatique et en automatique. Alors, la French Touch se développe aussi, même si elle reste encore en retrait à l'échelle mondiale. Sur le plan économique, la situation est tendue. La dette publique dépasse à ce jour les 110% du PIB. Et notre pays vit souvent à crédit pour maintenir son modèle social. Ce modèle, qui protège bien les citoyens, pèse parfois sur la compétitivité des entreprises. Malgré cela, la France reste attractive pour l'industrie et les investissements étrangers, surtout
dans les secteurs comme l'aéronautique ou le luxe. La population est attachée à ces acquis sociaux et réagit fortement aux réformes sans prendre conscience des enjeux à venir, ce qui freine l'adaptation aux nouvelles réalités. Il existe aussi une certaine méfiance culturelle envers les nouvelles technologies par souci d'éthique et peut-être aussi par manque de visionnaires. En résumé, la France n'est pas en retard partout, mais elle avance avec prudence, parfois trop, comme si elle ne réalisait pas que d'autres auront des idées qu'ils appliqueront sans l'attendre. La France a les compétences et les ressources, mais elle doit concilier progrès, efficacité et justice sociale pour retrouver un véritable dynamisme. Elle est parfois catastrophique et pourtant sublime. Elle est chaotique et pourtant elle fonctionne. Elle est anarchique, oui, mais elle est aussi le pays le plus visité au monde. Elle attire, surprend, dérange et malgré tout, elle fait rêver. La France a ce je ne sais quoi, ce petit quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Elle est le calme et la tempête. Elle est le rythme et la tendresse. L'amour dans la confusion et le romantisme dans la fusion. Pourquoi surprend-elle? Pourquoi attire-t-elle autant? Pourquoi est-elle autant critiquée? Pourquoi est-elle présente partout dans le monde alors que rien ne l'y oblige? Pourquoi défend-elle la morale tout en laissant la critique s'installer au fil des mois et des années? Pourquoi? Parce qu'elle défend des idéaux élevés tout en acceptant d'être critiquée. Parce qu'elle débat sans cesse, parfois à en perdre la voix. Comme tous les pays, la France est en transformation. Elle ne cherche pas à être la meilleure partout, mais à rester fidèle à ses principes. Elle n'est pas prétentieuse. Elle ne cherche ni à dominer, ni à soumettre. Elle trace simplement sa route, à son rythme, selon les imprévus, les tensions et ses erreurs. Et malgré tout cela, la France demeure le fruit d'un idéal, celui du partage, de l'égalité et de la liberté, mais sous certaines conditions. Il est vrai que parfois, nous nous oublions nous-mêmes. Mais nos cousins québécois, belges, suisses, africains ou d'ailleurs, nous rappellent la beauté de notre langue, de notre culture et de notre héritage commun. Ils nous rappellent que l'identité n'est pas un repli, mais une rencontre. Que le respect mutuel, l'effort partagé et la fierté d'une culture commune sont des forces. Jadis, des visiteurs venus de tous les horizons se sont installés ici. Peu à peu, ils ont fait partie du paysage. Depuis des siècles, cette terre est traversée, enrichie et métissée. Nous tous, nous sommes le fruit de ces croisements. Mais aujourd'hui, l'arrivée massive de migrants, poussée par la guerre, la misère et le désespoir, soulève de nouvelles questions. Tous n'ont pas la même histoire, les mêmes ressources, ni les mêmes intentions. Et notre devoir est d'accueillir dignement sans pour autant nous effondrer. La France
est l'un des rares pays à offrir à chaque enfant né ici ou ailleurs une école gratuite, laïque, obligatoire et ouverte. Elle soigne, elle protège et elle forme. Son système de santé, son système d'aide et son État-providence sont les plus généreux au monde. Mais cette générosité n'a de sens que si chacun y contribue dans le respect de l'équilibre commun. Aujourd'hui, dans un monde bouleversé par les inégalités croissantes, les changements climatiques, les guerres et les crises économiques, des millions de personnes cherchent un refuge ailleurs. Dans des pays trop secs, sans eau pour irriguer les champs ou abreuver les bêtes, dans des régions privées d'écoles, de soins ou de sécurité, des familles entières prennent le chemin de l'exil. Elles quittent tout, leur terre, leur langue, leur histoire et leurs proches. Souvent, elles n'ont pour tout bagage que du courage, quelques souvenirs et l'espoir d'un avenir meilleur. Leur destination, l'Europe. Et souvent la France. Certaines de ces personnes sont vues par une partie de la population comme des profiteurs, des clandestins ou des envahisseurs. Mais l'être humain n'est jamais totalement bon ou mauvais. Il est complexe. Il a ses défauts ici comme ailleurs. Et si certains fuient pour survivre, d'autres espèrent profiter du système sans une réelle volonté de vouloir s'intégrer. C'est là toute la différence. Parmi les migrants, il y a ceux qui ont fait des études, qui ont des compétences et peuvent contribuer dès leur arrivée. Ceux qui ont une scolarité partielle, mais une vraie volonté d'apprendre. Ceux, plus nombreux qu'on ne le croit, qui n'ont jamais été scolarisés, qui ne savent ni lire ni écrire, et qui doivent tout apprendre de zéro. Mais l'intégration ne se résume pas à un diplôme ou à une formation professionnelle. Elle exige des valeurs partagées, le respect des lois, de la République et des autres citoyens. Dans notre école, on n'apprend pas seulement à lire ou à compter. On y apprend à vivre ensemble, à être solidaire, à débattre sans violence et à respecter la différence. Ce socle commun ne peut pas être acquis en quelques mois, alors que nos enfants l'ont acquis, l'ont appris en quelques années. Il faut du temps, de l'effort et de la patience. Et pendant ce temps-là, la France traverse aussi ses propres difficultés. 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Une dette publique dépassant 110% du PIB. Des milliers d'étudiants et de familles dépendent de l'aide alimentaire ou des restos du cœur. Aussi, le logement devient inaccessible dans les grandes villes. L'insécurité inquiète et le lien social se fragilise. Alors que faire? Fermer nos portes? Ouvrir les bras à tous, au risque de ne plus maîtriser l'équilibre social? La réponse n'est ni dans l'angélisme, ni dans le repli. Elle est dans la responsabilité. Et cette responsabilité impose des règles claires, humaines et fermes. Par exemple, appliquer strictement le droit d'asile à ceux qui fuient les guerres ou les persécutions. Expulser dans le respect du droit ceux qui n'ont pas vocation à rester afin qu'ils puissent chercher refuge ailleurs.
partager ses efforts à l'échelle européenne, car la France ne peut pas tout assumer seule, former rapidement ceux qui restent sans véritable compétence aux métiers en tension, par exemple le BTP, l'aide à la personne, l'agriculture, etc. Aussi, apprendre parfaitement la langue française dès leur arrivée, car la langue est la clé de l'intégration. Aussi, éviter les ghettos et répartir l'accueil sur tout le territoire pour préserver le vivre ensemble. Retirer le droit d'asile aux personnes condamnées par la justice et les expulser sans délai, et lutter contre les passeurs et les filières clandestines en coopérant avec les pays d'origine. Ces mesures ne sont ni racistes ni naïves. Elles sont nécessaires pour protéger à la fois notre modèle social et notre devoir d'accueil. La France a toujours été généreuse. Et elle le reste. Mais cette générosité doit être équilibrée et réciproque. Accueillir ne signifie pas se perdre. Accueillir, c'est poser un cadre et permettre à chacun de s'élever sans déséquilibrer le socle commun. Il est évident que personne ne souhaite voir dans nos rues la mendicité, la drogue, la prostitution, la violence et la misère. Quel est donc l'intérêt de venir ici si ce n'est pas pour vivre mieux qu'ailleurs? Hélas, une minorité ne souhaite pas toujours faire l'effort nécessaire. Certains préfèrent être assistés, refusant les règles, et exigent des droits sans jamais nous remercier. Ma position est simple, être ferme et ne pas céder. Si l'intention de quelques-uns est uniquement de prendre sans jamais rien offrir en retour, ni engagement, ni respect, ni gratitude, alors cette minorité peut parfaitement choisir de repartir vers son pays d'origine. La gentillesse a ses limites et l'accueil suppose lui aussi du respect. On dit parfois que pour faire un bon français, il faut plusieurs sangs dans ses veines. C'est vrai, la France s'est construite par les mélanges depuis toujours. Celtes, Romains, Francs, Visigoths, Arabes, Italiens, Espagnols, Polonais, Vietnamiens, Sénégalais, Algériens et Arméniens, entre autres. Tous ont laissé leur empreinte. Tous ont contribué à faire ce que nous sommes. Parfois, j'entends parler dans certaines discussions de Français de souche. Il faut savoir que cette définition n'existe pas. Certains prétendent pourtant qu'il faut être installé sur le territoire depuis au moins 6 générations pour mériter ce titre. En vérité, il n'existe pas de consensus sur ce point. Si on considère qu'une génération dure 25-30 ans, sur 6 générations, cela représente une période d'environ 180 ans, soit un retour à l'époque de la Révolution française. Or, même à cette période, la France accueillait déjà des vagues de migrants venus de pays voisins. Depuis toujours, notre territoire est traversé, brassé et enrichi. Et quelle que soit son origine, quelle que soit l'origine de nos ancêtres, naître en France, c'est être français. La population française s'est toujours construite par le mélange fondé sur la citoyenneté et non sur la généalogie.
C'est un contrat moral. Une promesse réciproque entre un individu et une nation. Tu t'engages à respecter ses lois, ses valeurs, son mode de vie et en retour, elle t'offre protection, appartenance et avenir. En conclusion, être fier de la France, ce n'est pas la glorifier aveuglément. C'est voir ses défauts, ses blessures, ses erreurs, et choisir malgré tout de l'aimer. C'est reconnaître son histoire complexe, mêlée, parfois douloureuse, mais toujours vivante. La France n'est pas un peuple figé dans le passé. C'est une nation en mouvement, forgée par les échanges, les combats, l'immigration et les idées. C'est un projet, une responsabilité, une promesse faite à ceux qui y naissent comme à ceux qui la rejoignent. Elle ne peut accueillir tout le monde, mais elle peut accueillir ceux qui veulent sincèrement la rejoindre, la comprendre, la respecter et y bâtir quelque chose. Parce qu'ici, la liberté est un devoir, parce qu'ici, le respect des lois, des autres, de la langue et des valeurs républicaines n'est pas négociable. La France n'est pas parfaite, mais elle fait mieux que beaucoup. Elle doute, mais elle avance. Elle débat, mais elle recherche la justice absolue. Et c'est justement cela qui rend sa grandeur unique. La France n'est pas parfaite, non. Mais elle se bat pour des idéaux que le monde entier observe. La dignité humaine, la solidarité, la liberté de conscience et d'égalité des droits. Elle tombe, elle doute, elle se critique, mais elle se relève toujours. Et c'est peut-être cela, au fond, ce je ne sais quoi de la France. Cette capacité à croire encore à l'intelligence collective, à la beauté du débat, à la richesse de la diversité, quand elle est choisie, partagée et assumée. Être français, ce n'est pas seulement un lieu de naissance, c'est un engagement. Pour finir cet exposé, je vais maintenant vous présenter un poème intitulé « Fantôme d'horizon ». Ils sont venus sans bruit, traînant l'abandon, le cœur à moitié mort, le passé comme un plomb. La mer dans les yeux, salée d'indifférence, et l'amour qu'ils gardaient réduit au silence. Ils ont laissé derrière des mers sans adieu, des frères engloutis, des matins lumineux. Ils fuyaient les flammes, les cris et les larmes, pour une destination, pour soigner leur âme. Le vent les pousse encore, sans terre ni adresse, avec pour seul abri l'ombre de leur détresse. Ils dorment sous les ponts, évitent les regards, effacés lentement aux marges du hasard. Mais parfois une main, une parole offerte, ouvre une brèche mince dans leur douleur couverte. Et dans ce court instant, si fragile, si blessé, un souffle de tendresse leur est proposé. La France, vieille histoire, aux frontières absentes, offre toujours un espoir dans l'ombre vacillante. Et si demain s'écrit, que restera-t-il d'eux? Quelques cœurs oubliés et des rêves silencieux. Je vous aime. Ciao.